Alors voilà, bonjour à vous toutes et tous. Alors vous qui êtes ici en ligne sur Zoom, mais aussi vous qui nous suivez sur YouTube en replay. Donc ça c'est très bien, c'est le miracle de la technique, tant mieux. On se retrouve pour poursuivre bien sûr notre exploration. Attendez, voilà, je vais mettre le micro à un autre endroit. Voilà, pour poursuivre notre exploration. Là, vous avez vu dans le support de la leçon du jour, leçon 53. Alors on est toujours, je le rappelle, mais on est toujours dans, on pourrait dire, une sorte de point de vue annexe sur les verbes. On a fini l'étude des textes et on est en train de poser deux, trois jalons pour, on pourrait dire, entrer dans l'étape 2. Pourquoi étape 2? Bon, c'est une façon de le dire, mais parce que l'étape 1, c'est tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire l'apprentissage de l'analyse d'un texte avec les éléments de base, les particules, etc. Surtout les particules. Les mots, groupes de mots, mais on l'a vu, ça, on enrichit son vocabulaire ou pas, finalement, c'est autre chose, mais l'étude des particules qui nous permet d'apprendre à comprendre comment s'organise un texte, voilà. Et puis maintenant, on aborde les verbes, parce que les verbes, bah, on peut déjà commencer à comprendre un texte. Bon, évidemment, les verbes, quand on a une connaissance globale, ça peut suffire. Mais avec les particules, on comprend déjà le texte, on comprend par le contexte le sens du verbe, et puis là maintenant on voit toute la subtilité avec les verbes. Alors il y a eu deux leçons là-dessus, vous avez reçu les supports. C'est des extraits du clair miroir, alors l'intérêt c'est de les voir ensemble, pour rendre un peu digeste le clair miroir, non pas qu'il soit indigeste, mais il est touffu, c'est pas toujours facile de comprendre ce qui est en train d'être raconté. Mais en le regardant ensemble, petit à petit, ça donne du sens. Et puis en fait, on peut ensuite se rendre compte que tout ce qu'on comprend avec les verbes, ben on va pouvoir là d'une manière un peu théorique, on pourrait dire, on va pouvoir le reporter dans notre analyse et être beaucoup plus pertinent, plus précis aussi, surtout précis, étant donné que c'est toujours le texte qui dit la vérité, donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis au moment où il sera peut-être question de traduire. Mais avant de traduire, où il sera déjà question de comprendre. Et ça, c'est important. Et il y a des constructions qu'on a vues, qu'on va continuer à voir, qui vont revenir très souvent, et c'est important de pouvoir les identifier, ces constructions. Là, les copies du clair miroir que je vous ai fait, concerne un aspect, c'est-à-dire les auxiliaires aspectuels finaux utilisés en langue parlée. Euh, c'est de ça dont on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une manière de théoriser ce qu'on a vu déjà au cours de toutes ces leçons. Alors c'est pas qu'on fasse du tibétain en langue parlée, on est bien d'accord. Le but continue à être très simple, c'est-à-dire comprendre un texte. Mais évidemment, l'étude, ou plutôt ce qui nous apprend à comprendre un texte est utile aussi dans la langue parlée, mais surtout, ce qui s'exprime ou la façon dont on exprime les choses dans la langue parlée nous indique des choses extrêmement intéressantes sur le rôle de l'intention, l'intentionnalité. Et on a parlé beaucoup de ça, c'est-à-dire le rôle du locuteur, qui parle et qu'est-ce qu'il exprime, et donc ses degrés de certitude, etc. Et tout ça est très intéressant dans la langue parlée. Parce que la langue parlée, c'est comme une espèce on pourrait dire, de hum, mise en pratique de ça. Donc voilà. On va voir ça ensemble. On va commencer par une prise de refuge, puis ensuite on poursuit. Sangye cho tang tsoge cho namla chang cho parato dane gyab sochi. Dage jinso ge pe sunam ge rola pinjere sange dum paraisho. Voilà. Ok. Je vais peut-être rajouter de la lumière, il me semble. Je vais rajouter de la lumière, bougez pas. Oh, yeah. Voilà. Et je prends mes petits bonbons pour la gorge, ça peut me faire du bien. Il n'y a pas de doute.
Voilà, alors, je me réinstalle. Ok, donc vous voyez les aspects auxiliaires aspectuels finaux utilisés en langue parlée. Alors là, il y a déjà quelque chose d'intéressant. On a vu que quand on parle d'auxiliaires en tibétain, en fait, c'est les auxiliaires qui permettent de construire les terminaisons verbales. Donc ça, c'est une chose très simple, mais qui est assez, bon ben voilà, dont on se rend compte puis qu'il faut connaître, c'est que les verbes sont toujours à la fin en tibétain. Alors, en tout cas, les verbes principaux. Après, il peut y avoir des verbes avant, ça c'est sûr. Et puis, alors ça, d'une part. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est là on voit les auxiliaires aspectuaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aspectuaux? On peut se demander, parce que ça, c'est une sorte de néologisme, aspectuaux. C'est pas un néologisme du tout, c'est simplement que le clair miroir, bon, c'est fait par des linguistes, donc c'est très précis. Mais aspectuel, les auxiliaires non pas aspectueux, mais aspectuels. Aspectuels, c'est parce que, en fait, ils vont. Je vous ai beaucoup parlé du tibétain comme langue égophorique, c'est-à-dire qui fait place à la perception du je quand il s'exprime. Ben, c'est les aspects de cette expression. On va voir ensemble. On voit ici, ces verbes auxiliaires sont placés à la fin de la phrase et indiquent l'achèvement du sens de l'énoncé. Tungidzotsam. Tungidzotsam, ça veut dire tun ici. Bon, là vous voyez, c'est écrit en Wiley. Bon, c'est pas très important, hein, mais simplement le Wiley, c'est juste une façon d'écrire le tibétain à l'intérieur d'un texte français, sans se prendre trop le chou pour utiliser des caractères tibétains. Tun Gidzoksam, ça veut dire tun, le sens, ki, c'est le génitif, dzo, ça veut dire terminer, tsam, ça veut dire la limite. Donc, en fait, ces auxiliaires sont placés à la fin de la phrase et indiquent l'achèvement du sens de l'énoncé. C'est exactement la traduction de Tun Gidzoksam. Je précise que le clair miroir, c'est une grammaire écrite par Kazong Gyurme, c'est un tibétain. Donc c'est intéressant parce que c'est pas une grammaire comme ça s'est fait souvent jusqu'alors, en fait, c'est-à-dire une grammaire française qui utilise les catégories grammaticales françaises ou latines pour les reporter au tibétain. Là, c'est le contraire. C'est Kazang Gyurme, un tibétain, qui lui-même développe des catégories tibétaines. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, voilà. Il n'existait, comme vous voyez, il n'existait pas autrefois, donc ces auxiliaires, en tant qu'auxiliaires avec leur sens actuel, et ont évolué progressivement. Ce qui fait que dans des textes classiques, parfois, on ne les trouve pas. Ou parfois, on trouve des germes de ça. Mais les germes de ça indiquent sont clairement du tibétain, donc il y a une continuité, hein, vous verrez, c'est pas du tout si séparé. Mais donc, il ne marque pas seulement la fin de la phrase, parce que ça, on pourrait se dire, ah bon, ben d'accord, c'est à la fin de la phrase, mais indique également les trois temps, très importants. C'est-à-dire qu'en fonction de l'auxiliaire, et ça, on l'a déjà vu. Si vous dites tu parecha, tu pareche, ou etc., dans des constructions classiques, rien que la forme de la construction vous indique si c'est du passé, du présent, du futur. Donc ça indique les trois temps. Et les indices égophoriques et hétérophoriques. Ça, c'est très jargon linguistique, mais c'est très simple. C'est-à-dire, c'est soit égophorique, c'est-à-dire vous parlez de vous, ou hétérophorique, vous parlez de l'autre. Et donc, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle en tibétain rang et shen. Rang et shen, c'est important, vous vous souvenez la dernière fois, c'est l'intervention de Florence qui nous a fait nous plonger sur le texte des souhaits du Mahamudra, où on a parlé de Tokcha, Tokche et Tokpa. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? J'espère que vous vous souvenez de ça. Ouais. Bon, ok. Et c'était très intéressant parce que ça nous a donné l'occasion de voir qu'à la différence de ce qui est écrit dans la traduction, qui à mon avis mériterait une petite révision, Tokcha, Tokche, Tokpa, Tokcha, quand on parle de rang et shen, on a vu la dernière fois que quand on écrit, je vais vous l'écrire ici comme ça, là il y a un petit blanc, vous voyez, quand vous écrivez à la fin Tokcha, ça, quand vous écrivez ça à la fin,
Par exemple, vous avez, voilà, toc, quoi, oui. Donc, la réalisation. Et puis après, vous mettez donc tcha, toc tcha. Ça, c'est typique d'une indication de quelque chose qu'il y a à faire dans le futur. Donc, si vous avez simplement un radical verbal plus ça, et ça, vous apprenez petit à petit, hein, par l'analyse. C'est ça le sens de l'analyse. C'est pour ça que je dirais on rentre dans l'étape 2. C'est-à-dire ça, c'est plus fin. C'est pas vraiment une particule, c'est vraiment l'emploi des verbes. Donc, vous apprenez que quand vous voyez ça dans un texte, c'est-à-dire radical verbal, euh, voilà, voilà, radical verbal plus ça, quand vous êtes sur une construction de ce type, bah, en fait, ça veut dire que vous êtes en train de dire, de parler de quelque chose qu'il y a à faire dans le futur. Donc, tokcha, ça veut dire quelque chose qu'il y a à réaliser. D'accord? Ça, c'est typique de ce qu'on appelle le Rangchen, c'est-à-dire quelque chose qui porte sur... Rangchen, c'est simple. Hein, Rangchen, Rang, ça veut dire moi. Shen, ça veut dire autre. C'est pas compliqué. Hein. Égophorique et hétérophorique, ça, c'est les mots voilà, scientifiques, on va dire. Mais Rang, en tibétain, c'est moi-même. Shen, c'est autre. Et donc, ça veut dire que si je dis je vais lire un livre, ou il faut lire un livre, bah en fait, je porte mon attention, mon action sur quelque chose d'autre, soit que je suis en train de faire maintenant, je lis un livre, soit sur ce que je vais faire dans le futur. C'est aussi simple que ça. Simplement, ça veut dire qu'en tibétain, il faut repérer à la fin, si vous dites tuparecha, ou si vous dites justement tokcha, tokche, ben vous dites autre chose. Alors, vous voulez que je vous reprenne le passage pour voir de ce dont on parle? Ok? Alors, je vais vous trouver ça. Alors, je vais vous trouver ça. Hop. Non, c'est pas le chemin de la grande perfection. C'est autre chose. Voilà. Donc, alors, c'était à la fin. C'était à la fin. Donc, Guru Yoga, voilà. Donc, voilà, dans la prière de fin. Donc, c'est pas dans Doje Changtungma, voilà, c'est par là. Oui, ok, ici, c'est ici. Alors là, je peux pas utiliser mon stylet pour souligner. Donc, il faut que vous regardiez à la droite de l'écran, tout en haut, deuxième ligne. Vous voyez, Tokcha. Vous voyez? C'est bon? Vous avez repéré? Donc, Tokcha, Tokche, Tokpa. Ça, c'est typique. Vous êtes dans un texte classique, et donc vous avez Tok, Tok, réalisation, ok, très bien. Et bien ensuite, Cha, Tche et Pa, ça c'est juste quelque chose que vous rajoutez derrière, et qui fait donc office de terminaison verbale, on pourrait dire, ou d'auxiliaire, qui vous permet de comprendre ce dont il s'agit ici. Et on a bien vu dans la traduction que c'était mal compris de la part de la personne qui a traduit, en tout cas à l'époque. Bon voilà, c'est vrai que notre compréhension de la grammaire évolue. Donc tokcha, tokche, tokpa, tokcha, c'est quelque chose à réaliser. Ok, tout simplement. Mais vous voyez, c'est le verbe faire, c'est tout. Donc c'est le verbe faire comme une marque, et c'est ça le sens d'un auxiliaire. Auxiliaire aspectuel, c'est-à-dire que c'est un auxiliaire, c'est voilà, qui vous indique quelque chose. Et pour nous, ce qui est important, c'est de comprendre ça. C'est-à-dire de s'habituer à repérer ça. Donc, Tokcha, chose à réaliser. Tokche, celui qui réalise. D'accord? Et Tokpa, la réalisation elle-même. Alors après, dans le contexte de la prière, c'est comprendre qu'il n'y a ni chose à réaliser, ni celui qui réalise, ni réalisation elle-même. Alors ça, après, c'est toute la discussion philosophique. On est bien d'accord. Mais, voilà. Ça, c'est purement de la grammaire. Mais simplement, c'est un très bon exemple pour vous dire, purement de la grammaire, ouais, mais si on ne connaît pas cette grammaire-là, vous ne comprenez pas bien le sens du texte. Et à ce moment-là, vous passez à côté. Comme on le voit dans la traduction, où on passe quand même à côté. Alors qu'en fait,
c'est une catégorie grammaticale. Ça, c'est ce que vous voyez dans la leçon précédente. C'est juste un rappel. Ok? Juste un rappel. Donc vous pouvez vous en reporter au replay, vous pouvez vous en reporter au support. Ok. Je suis conscient que tout ce que je vous raconte, c'est assez touffu, quoi, disons complexe. Donc, faut pas non plus que ça vous effraie. C'est juste, comme vous le voyez ici, c'est pas du tout dans le but d'effrayer. C'est simplement qu'on est face à un texte. Et puis que, voilà, maintenant, c'est bien qu'on aille un peu plus précisément, un peu plus loin dans le texte. C'est tout. Et petit à petit, vous allez vous familiariser avec toutes ces notions. Donc voilà, ici, d'où l'idée, là, simplement c'était une illustration du Zhangxian. Parce que Tokcha, ici, Tokcha, quand vous avez Tokcha, c'est Shen, c'est-à-dire c'est autre, c'est pas moi. C'est pas moi qui suis le réalisateur, je parle de quelque chose qui est à réaliser. Donc c'est pour ça qu'il y a des verbes en tibétain qui font partie de cette, on pourrait dire, de cette compréhension Rang Shen ou Da Shen. Il y a différentes manières d'en parler. Mais ça, c'est important à comprendre. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, c'était une illustration. Donc, ces fameux auxiliaires, ils ne marquent pas seulement la fin de la phrase, mais indiquent les trois temps, d'une part, ainsi que les aspects. Neluk. Ça, c'est joli. Chawe Neluk. Comme vous le voyez ici, non, j'arrive pas. Voilà. Chawe Neluk. Vous voyez Chawe Neluk. Chawe Neluk, Neluk, c'est intéressant parce que Neluk, vous voyez, en faisant du tibétain, de la grammaire, on n'est jamais loin du dharma. Pourquoi? Parce que quand on dit Neluk, ici, Kaonasane la Shepkyuluk Asaluk, ça c'est du Wiley, mais ça se lit comme le tibétain. Si vous faites de l'épellation, c'est facile. Hein. Kaonasane la Shepkyuluk Asaluk. Donc Neluk, ça vous dit quelque chose normalement. Ou pas. Peut-être vous ne connaissez pas le mot. Mais Neluk, on l'a déjà vu. Neluk, c'est la disposition naturelle. C'est le mode d'être. Ok? Donc, Chawe Neluk, Chawa c'est quoi? C'est l'action. Tout simplement. Donc, Chawe Neluk, ça veut dire la disposition, on pourrait presque dire la disposition naturelle de l'action. Plus encore, on pourrait dire, oui, le mode d'être de l'action. C'est ce qu'on appelle les aspects. Et ça, c'est aussi le rôle des auxiliaires. Pourquoi? Le mode d'être de l'action. Nous, on se dit, c'est quoi le mode d'être de l'action? C'est pour ça qu'on fait de la philosophie quand on fait de la grammaire. Il ne faut pas du tout imaginer qu'on ne fait pas de la philosophie. On fait du dharma. C'est quoi le mode d'être de l'action? De manière très simple. Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut dire ce qu'il entend par mode d'être de l'action? Juste histoire de vous rendre actif, parce que sinon c'est moi qui cause. Hein. Je ne dis pas que vous n'êtes pas actif, vous êtes en train de prendre des notes et de réfléchir très intensément, mais vous avez peut-être votre avis aussi. Mode d'être de l'action. C'est très dharma, ça. Le mode d'être, c'est quoi? Mode d'être d'une action. Vas-y, Isabelle. De toute façon, l'idée, c'est d'apprendre. Actif, différencier de l'action ou pas? Oui, tout à fait. Ça, c'est un mode d'être. On peut aussi, bien sûr. Si on est dans une volonté ou oui. non volonté? Bien sûr. Parfait. Tout à fait. Voilà. Bon. Mais ça, écoute, franchement, c'est déjà très bien. Parce que c'est surtout ça qu'on travaille. Hein, est-ce qu'on subit une action? Est-ce qu'on est volontairement en train de produire une action? Est-ce qu'on a l'intention de produire une action? Est-ce qu'on pense qu'on va faire une intention? Est-ce qu'on a le projet de faire une action? Pour nous, là, vous voyez, en français, voilà, je vous exprime les choses, vous comprenez. J'utilise projet, j'utilise intention, je vous fais comprendre par des mots. Mais en tibétain, vous faites comprendre par des auxiliaires. Et ça, c'est très particulier. Le tibétain est une langue particulière de ce point de vue-là. Parce que ça ne veut pas dire, vous ne pouvez pas dire... Si vous voulez dire j'ai un projet, vous dites j'ai un projet en tibétain, on n'est pas fou. C'est la même chose, le mot projet existe. Mais dans la manière dont vous construisez votre phrase, vous indiquez des choses.
et vous indiquez des choses que parfois on n'indique pas d'une manière directe. Ça ne veut pas dire qu'on dit les choses de manière floue, pas du tout. Au contraire, on les dit d'une manière très précise par le choix des auxiliaires. Et ça, c'est particulier. Et ça, pour nous, alors ça, par contre, pour nous, c'est une grande découverte. Parce qu'en français, on ne fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Pour nous, voilà, on n'utilise pas les choses comme ça. Si vous dites, on l'a vu, en tibétain, vous dites chu ye, chu du, chu yore, en parlant de l'eau, ben, le choix de ces trois auxiliaires conditionne complètement la manière dont votre interlocuteur va comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et ça, c'est très important. En français, vous allez dire il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, et puis voilà, vous dites il y a de l'eau, et puis on va traduire il y a de l'eau. Mais en tibétain, on ne dit pas seulement il y a de l'eau. On dit il y a de l'eau, je le sais avec certitude, chuye, parce que c'est moi qui ai mis de l'eau dans la cuisine. Il y a de l'eau, oui, j'ai vu qu'il y a de l'eau, donc chudu. Et puis il y a de l'eau, chuyore, parce que bien sûr, il y a de l'eau ici, dans ce pays. Donc c'est une connaissance générale. Et une connaissance générale ne veut pas dire qu'elle est moins précise. C'est simplement une connaissance d'ordre général. Et ça, vous le dites simplement par l'auxiliaire en tibétain. Vous ne le dites pas d'une autre manière. Quand vous dites chuyore, vous avez dit à votre interlocuteur quelque chose. Et ça, je peux vous assurer que même en parlant relativement bien le tibétain, ou disons me débrouillant, le nombre de fois où je peux me tromper dans le message que je veux donner à l'autre, parce que j'ai pas encore suffisamment intégré, pour ça, il faudrait peut-être être tibétain, vraiment, pour intégrer la finesse de l'usage des auxiliaires. Mais il y a de nombre de fois où il peut y avoir une mécompréhension, parce qu'on a dit, par exemple, lab, parler, mais, c'est juste comme construction, ça veut dire je n'ai pas dit. Mais quand vous dites lab, mais, ça veut dire que vous avez eu l'intention de ne pas le dire. Et l'autre, il peut se dire, mais pourquoi il n'a pas voulu le dire? D'accord? Alors que vous dites très sincèrement, non, j'ai juste pas dit. Mais en utilisant la mais, vous dites beaucoup plus que juste j'ai pas dit. Vous dites j'ai pas voulu dire, en fait. Et ça, pour nous qui ne sommes pas tibétophones, c'est un enjeu majeur. C'est pour ça que là, on voit les auxiliaires de la langue parlée. Non pas parce que voilà, on est amené tous les jours à parler tibétain, mais parce que ça nous renseigne sur la langue. C'est pour ça qu'on voit ça ensemble. Ça nous permet de comprendre l'univers linguistique d'une manière encore plus profonde que les particules ne le permettent. Ok? Vous voyez ça? Très bien. Donc, je vais continuer. Et là, c'est une remarque. Ça, c'est la traduction de Khézon Gurmé. Ça, c'est une remarque de Nicolas Tournadre. Un des phénomènes les plus originaux du dialecte central est le développement d'auxiliaires aspectuels finaux qui rendent particulièrement riche et complexe la morphosyntaxe verbale. Bref, on fait des phrases complexes et subtiles en tibétain. Et ça, c'est ce qu'il veut dire. Il n'y a pas en langue parlée de lhasa. Quand on dit langue parlée de lhasa, ça veut dire le tibétain standard. De conjugaison verbale, ça je vous ai déjà expliqué, pas plus qu'en tibétain écrit. Je vous rappelle que la conjugaison, en français, elle s'accorde, un verbe s'accorde en genre et en nombre. En tibétain, c'est pas le cas. Du tout. Du tout, du tout. Donc, ne faites pas un amalgame en pensant qu'une terminaison verbale, elle se réduit à la première personne du singulier. Ça, si vous faites ça, eh ben, ça ne veut pas dire que vous êtes totalement faux. Parce que peut-être que oui, ça peut s'utiliser dans ce contexte, mais vous êtes très loin de la vérité. Donc, on ne peut pas raisonner le verbe tibétain comme on raisonne le verbe tibétain français. Le verbe français. C'est impossible. Quand vous dites j'irai, ben voilà, c'est la forme future de la première personne. Ils iront, c'est la forme future de la troisième personne au pluriel. En tibétain, ça n'existe pas. Vous pouvez parfaitement dire nga jogiyin, et alors, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire en tibétain non plus, on est bien d'accord. Mais c'est pas que le yin soit réservé au je. Hein, nga, jo, allez, giyin, futur. C'est le giyin, ou le yin, qui est vraiment l'auxiliaire lui-même.
eh bien, le yin n'est pas réservé à la première personne. Le yin comme le ye, avant dans mon exemple de chu ye, ok, ça va, je vous perds pas, ok. Bon ben dans dans mon exemple, ye ou yin ont une valeur propre de certitude, et c'est ça qu'on doit comprendre. Et petit à petit, en fait, notre travail là, à ce niveau-là, c'est de se familiariser avec le sens, on pourrait dire l'énergie, en quelque sorte, le sens propre de ces auxiliaires, pour être vraiment fin là-dessus, pour comprendre la manière dont on les utilise dans les textes. Et vous verrez, même dans des textes classiques. Si vous travaillez sur je sais pas, la biographie, oui, la Namtar de Milarepa, ou dans n'importe quel texte, Patrul Rinpoche, le fameux chemin de la grande perfection, il y a plein de constructions qui sont du tibétain parlé, qui sont voilà, des choses de tous les jours, et qui sont très intéressantes. Donc, quand voilà, on a besoin de le repérer, quoi. Voilà. Donc, en tibétain, ce sont les aspects, qu'est-ce qu'il nous dit là? En tibétain, ce sont les aspects verbaux, les temps, les modalités, déclaratives ou interrogatives, et surtout la présence ou l'absence du locuteur qui conditionne l'emploi de tel ou tel auxiliaire. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir des exemples. Là, il a des exemples, on va voir ce que ça donne. Mais c'est hyper intéressant, ça nous permet vraiment de comprendre la structure. Là, vous avez déjà les particules. Donc, vous me faites une petite analyse, après on verra leur jargon, là. Mais faites-moi, vous, une petite analyse de ça. Alors, qui veut? Comme Frédéric, tu veux tenter le truc ou... Vas-y. Ok, c'est bon. Alors, Kongi Nar Charotnon Chum. Charotnon Chum. Ouais. Donc, Kongi, c'est le sujet. Il a fait une action. Ouais, tout à fait. Et on le sait à cause de quoi? Le tag du Saki. Très bien. Voilà, donc voilà, très bonne analyse. Donc là, on voit l'utilisation de la particule, hein, ça c'est très bien, voilà. Et donc, Nar, Mhm, c'est-à-dire vers moi, il a mhm. fait quelque chose. Tout à fait, vers moi. Ouais, avec la particule Ra. Dis-moi ce qu'elle est, cette particule. Bah là, du coup, le mot m'échappe, mais je vois OBL, donc oblatif, ça doit être ça, non? Alors, c'est ce qu'on appelle l'oblique. C'est ce qu'on appelle l'oblique. Alors, en linguistique, on est bien d'accord. Sinon, si on parle en tibétain, on dit laten, c'est-à-dire les particules qui ont le sens de la. Mais c'est égal, hein. Mais c'est la particule oblique ou dative locative. Mais plus précisément, il semblerait que ce soit l'oblique. Mais là, bon, bref. Mais en tout cas, le sens fondamental de la particule oblique, c'est quoi, Frédéric? Là, c'est quelque chose qui vient vers autre chose. C'est un mouvement. Ouais, c'est un mouvement. Dans le sens de... Oui, c'est juste. Là, en l'occurrence, le il ou elle a fait quelque chose vers le na, vers le moi. Oui, alors il y a une formule intéressante pour parler de ça. Ça marque le lieu d'incidence. Hein, ça, c'est la formule trouvée par Nicolas Tournadre, que je reprends évidemment, parce qu'elle est vraiment... Bon, lui, c'est le grand spécialiste, on est bien d'accord. Le lieu d'incidence, c'est parfait. Ça veut dire que c'est là où ça se passe. Ça marque toujours le lieu où ça se passe. Si vous dites Paris là, ça se passe à Paris. Après, on verra bien ce qui se passe à Paris. Mais ça se passe, si vous dites Frédéric là, ben, ça se passe vers Frédéric. Alors, on ne sait pas. Peut-être qu'on lui donne quelque chose, il lui arrive quelque chose, elle reçoit quelque chose, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui va vers Frédéric. Donc, Frédéric est le lieu d'incidence. Frédéric là. Donc, si vous dites nga là, ça veut dire que c'est moi le lieu d'incidence. Ça, c'est un parfait exemple d'une langue égophorique. C'est-à-dire où votre construction grammaticale, elle indique la position que vous avez avec l'autre, tout le temps. C'est une position temporelle, c'est une position spatiale, c'est... Voilà, n'importe quoi. Le français n'est pas construit comme ça. Évidemment, on exprime aussi des choses qu'on sent, il n'y a pas de doute, mais on s'y prend autrement. Et ça, c'est tout notre apprentissage. C'est de savoir comment on s'y prend en tibétain. Parfait, je te laisse poursuivre ton analyse. Ensuite, on a Charonang. Très bien. Pour moi, c'est un honorifique. Hein, Ouais, Charonang, tout à fait. Donc, c'est aider à l'honorifique. Et on a l'auxiliaire Chung. Ouais.
Alors, le chung, on a expérimenté quelque chose. J'ai expérimenté le fait Oui, il y a un auxiliaire pour exprimer l'expérience qui est encore plus précis. Ah non. Exactement. Chung. Chung, c'est pour dire qu'une chose est arrivée, m'est arrivée. Hein, une chose qui nous arrive. Vous connaissez le terme en tibétain classique quand on dit Rangjung, Rangchung, Rangjung. Hein? Rangjung Dorje, le troisième karmapa, Rangjung Dorje. Rangjung, on le retrouve beaucoup. Rangjung, il veut dire quoi? Quelque chose qui s'auto-manifeste, qui se produit. D'accord? Rangjung, quelque chose qui, hop, se produit de lui-même. Et Chung, pourquoi? Parce que Chung, c'est typiquement un auxiliaire, c'est-à-dire que lui, il indique quoi? Il indique que ce qui est arrivé de la même manière que vous diriez na, Chung. Na, moi, na, malade, Chung. Je suis tombé malade. Pourquoi? Parce que c'est involontaire, ça vous est arrivé. Donc ici, Chung, c'est l'emploi de l'auxiliaire, et l'auxiliaire, il lui montre vraiment un aspect des choses, on pourrait dire. C'est pour ça qu'on parle d'un auxiliaire aspectuel. Donc voilà, c'est ce qu'on doit apprendre à repérer. Et là, son commentaire sur l'exemple, on voit clairement que l'accord ne se fait pas en fonction du sujet « il », comme on l'attendrait pour une langue européenne, mais avec la première personne, comme si le locuteur considérait qu'il était le centre du procès. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Chung, ça veut dire quelque chose qui m'arrive à moi. Vous ne pouvez pas utiliser Chung pour une troisième personne, ça ne marchera pas. Ok? Vous pouvez dire je suis tombé malade, nga na Chung, mais ça veut dire que Chung indique quelque chose qui m'arrive à moi. C'est pour ça qu'on voit ngar à moi. C'est pour ça qu'il dit si là ce qui veut dire, c'est que dans une phrase « il m'a aidé », le « aider » se conjugue en fonction du « il ». D'accord? C'est pas « il m'a aidé ». Il m'a parlé, quoi, je veux dire. C'est pour ça qu'il dit qu'ici, l'accord ne se fait pas en fonction du sujet « il ». Le sujet dans une phrase en français comme ça, il m'a aidé, qui m'a aidé, lui. Donc c'est lui le sujet. D'accord? Mais c'est pas ça qu'on fait en tibétain. On fait pas une conjugaison, on n'accorde pas en genre et en nombre. On indique ce qui arrive à je. Ok? Donc il lui arrive quoi? Il lui arrive quelque chose, il lui arrive quelque chose de volontaire, de pas volontaire, etc. Voilà, tout simplement. Et là, un autre exemple. Jean-Marc, s'il te plaît. Ouais. Pour rester sur cet exemple-là, si on disait, par exemple, tu déménages et puis il est prévu qu'il vienne t'aider, il est prévu que... Il est prévu que... Ouais. Et du coup, quelqu'un dit, alors il est venu t'aider, ouais, il est venu m'aider. Donc là, c'est plus Chung. Pas sûr, parce que Chung, c'est vraiment quelque chose... Oui, peut-être, je sais pas. Peut-être que dans ce cas-là, on indiquerait... Parce que Chung, ça indique vraiment quelque chose qui m'arrive presque d'une manière involontaire. Alors que s'il est venu m'aider, parce qu'il avait prévu de m'aider, là, il y a l'idée d'une action qui a été pensée, qui a été prévue. Donc, je vais devoir construire ma phrase pour indiquer ça. C'est là où ça devient un peu complexe, hein, parce que faut sans arrêt que je pense à l'intention, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant du point de vue dharma, parce que c'est un peu comme une espèce de langue. C'est pas une espèce de langue. C'est comme si, en tibétain, la notion d'intentionnalité, et là on retrouve quelque chose qui est très dharma, la notion d'intentionnalité, elle est au cœur des choses. Quelle est mon intention? Quelle est ma place dans le processus? Et ça, c'est super intéressant. Ok? Voilà. Là, il donne un autre exemple. Alors peut-être Isabelle, un exemple très simple. Hein.
Langue parlée aussi, mais Ouais, ouais. Alors, Keranso, Keranso, Pepainpa, Pepa in P, Pepainpe. ça c'est très important. Donc, Kerang, c'est vous, d'accord. Oui. So, c'est Après, quoi? So, ça indique la marque du pluriel. Ouais, bravo. Donc vous. Donc, vous. Mais des fois, on dit Kerang tout seul, non? Ah, si tu veux dire Kérin tout seul, tu peux dire, mais c'est dans ce cas-là, c'est vous Ah, tout c'est seul. tu. Oui, c'est tu. Mais justement, mais tu vois, ça c'est typique, c'est typique, Oui. c'est typique. En français, vous, ben voilà, tu sais pas si c'est du pluriel, si tu sais, non. Mais ici, c'est le tso qui l'indique. C'est-à-dire, c'est une partie, c'est une marque. Le tibétain fonctionne toujours, toujours, toujours comme ça. C'est-à-dire, tu as un mot et tu le marques le mot, tu lui donnes une étiquette. C'est un système de marqueurs. Donc, Kerang, c'est juste vous. Kerangto, c'est vous au pluriel. Alors, en fait, c'est P. P. Donc, Pep, ça va être le verbe pep, aller au oui. passé. Pep. P. Alors, P. non, justement, ce qui est intéressant, c'est que pep, c'est le verbe aller tout seul, à l'honorifique. Ah, je ne savais pas. Ok. Ouais, c'est le verbe Donc, aller tout seul à bah, l'honorifique. d'ailleurs, j'ai une question après, Oui, justement, par bien rapport sûr. à ça, mais je la poserai après. Mhm, mhm. Donc, païen, c'est l'indication du passé, un auxiliaire de passé. Exactement, ça c'est Ça un indique auxiliaire. le passé. Mhm. Et P. Alors P. ça, je Ah, pense pas P, que tu... c'est l'interrogatif, du coup. Oui, c'est un P. interrogatif. Bravo que tu t'en es sorti. Ça, on n'a jamais vu on J'ai n'a vu un jamais vu peu, les c'est ça, interrogatifs. mais ouais. Pardon, Isabelle? Bah, il y a la traduction en dessous, du coup. Oui, non, Je bien l'avais sûr, vu, bien mais sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Non, non, tu as trouvé. Tu as tout à fait raison. Alors là, c'est intéressant. Le commentaire de Nicolas Tournal, on va le voir ensemble. Alors dans cet exemple également, l'accord de l'auxiliaire verbal ne se fait pas en fonction de la deuxième personne. Hein, parce qu'on pourrait dire, bah voilà, Oui. c'est vous. Hein, vous êtes allé. Quand on dit vous êtes, quoi, voilà, vous êtes, quoi. Bon, évidemment, y êtes-vous allé. Alors, se fait pas en fonction de la deuxième personne, vous, mais selon la première personne. En effet, alors c'est pas évident de le repérer, mais en effet, dans les questions concernant l'interlocuteur, les questions qui concernent l'interlocuteur, le locuteur tibétain anticipe sur la réponse de son interlocuteur, vous voyez le truc, en employant l'indice personnel égophorique lié au locuteur. Alors là, on s'accroche un petit peu au bastingage. Ça veut dire que quand vous posez la question à l'autre, vous utilisez la forme, vous utilisez la terminaison verbale que lui va indiquer. D'accord? C'est comme ça qu'on dit les choses. C'est-à-dire on dit les choses en fonction de la manière dont l'autre va répondre. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Donc l'anticipation n'est cependant pas totale, et effectivement, puisque le pronom personnel demeure celui de la deuxième personne. Non, une phrase comme ça, c'est à la fois hyper simple, c'est y êtes-vous allé, point, mais si on l'analyse, c'est complexe. C'est complexe. Parce que PEP, ça, c'est pour l'honorifique. On utilise PEP parce qu'on s'adresse à l'autre d'une manière honorifique. D'accord? Mais Payin, c'est parce que lui, il va répondre, par exemple, Chin Payin. Nga Chin Payin. Oui, j'y suis allé. Et il va utiliser cette construction-là. C'est pour ça qu'il dit elle n'est pas totale, puisque le pronom personnel demeure, celui de la deuxième personne du pluriel. Ainsi, contrairement à la phrase française, rare et surtout en contexte enfantin ou hospitalier, nous avons bien dormi. Alors, hein, Madame Michu, nous avons bien dormi cette nuit. D'accord? Ou bien nous y sommes allés, où l'anticipation est totale. Ça, c'est très rare, parce que c'est très rare qu'on anticipe complètement la réponse de l'autre. Les anticipations tibétaines pourraient être rendues en français métalinguistiques par vous y sommes allés, hein, vous y sommes allés, d'accord? Donc ça veut dire qu'on pense les choses de manière très différente.
de ce point de vue-là. On construit. Bon, voilà, pour l'instant, c'est un peu théorique. Hein. Après, là, ça devient plus intéressant pour nous. Quoi, c'est de toute façon très intéressant. Mais ça, c'est par contre important. Ça, c'est la théorie. Mais ce qui est important, c'est ça. On peut relever dans la langue parlée de l'assa 8 auxiliaires aspectuaux finaux principaux, dont 7 sont monosyllabiques. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va les retrouver non pas que dans la langue parlée, mais aussi dans les textes. Ça va nous arriver. Pas toujours. Si on est dans des sutras, ça sera rare, mais ça va nous arriver. Donc ça, c'est important de savoir. Tout ça, faut le savoir. Yin, Re, Ye, Du, Chung, Song, Sha. Voilà. Et puis ici, Ye pare, qui se prononce aussi Yore. Ça, c'est la même chose. Hein? Voilà. Et puis deux autres auxiliaires particuliers, Yong et Nyong. Un Nyong, c'est justement celui que Frédéric mentionnait, c'est le fait de faire l'expérience de. Si vous voulez dire, est-ce que vous avez fait l'expérience d'aller en Inde, vous dites Diagarla Jo Nyonge. D'accord? Jo Nyonge. Vous n'avez pas besoin c'est juste dans votre construction de la phrase, vous exprimez ça. Et puis Jo Nyong, ça veut dire j'ai fait l'expérience d'y aller. Donc, alors qu'en français, êtes-vous déjà allé en Inde? Ben voilà, vous êtes dans une... Évidemment, on construit autrement. Mais êtes-vous déjà allé en Inde? En fait, en tibétain, c'est pas êtes-vous déjà allé en Inde, mais avez-vous déjà fait l'expérience qui consiste à aller en Inde? Donc, Jagarla, en Inde, Jo Nyunge. Jo, le verbe aller, Nyunge, avez-vous fait l'expérience? Et puis on répond, Jo Nyung. Oui, j'ai fait l'expérience. Donc quand vous dites Jo Nyung, ça veut dire oui, je suis allé en Inde. Oui, j'y ai été. Mais on ne dit pas exactement j'y ai été, on dit j'ai fait l'expérience d'y aller. Donc pourquoi on fait l'expérience d'y aller? Parce qu'on parle toujours en je. On s'implique, on pourrait dire chaque fois en se disant, attends voir. Ouais, en fait, il s'agit de l'expérience d'y aller. Donc ça, c'est très tibétain. Voilà. Donc, Yinre, Yedu, Yepare sont les copules utilisées actuellement. Yinre, alors ça, c'est important. Yinre indique l'état. Ça, c'est super important. La qualité essentielle. Et Yedu, Yepare ou Yore indique l'existence, la localisation. Ça, c'est en gros. Néanmoins, des nuances d'aspect existent entre ces différents verbes. Voilà. Voilà, ça c'est pour... Voilà. Et puis là... donc là, ça c'est tout simplement, on pourrait dire, les 8 aspects auxiliaires aspectuaux finaux utilisés en langue parlée. Donc là, avec les formes négatives ou pas, etc. Et puis ensuite, on a, et ça c'est super intéressant, c'est les aspects employés qui concernent la certitude, la volition, la connaissance préalable, la constatation ou le témoignage direct, le fait habituel ou général, le mouvement dirigé vers le locuteur, l'inférence et le résultat, l'expérience du locuteur, l'aspect inaccompli et l'assertif. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est justement ce qu'on exprime par le choix des auxiliaires. Et ça va être utile dans notre compréhension des textes. Parce que c'est pas un hasard que dans la langue parlée, on utilise ça. Pas du tout. C'est parce que dans la langue classique, ça vient de la langue classique, de toute façon. Donc la certitude, yin. La volition, yin. La connaissance préalable, ye. Chu-ye, comme je vous ai dit. Chu-ye, c'est la connaissance préalable. Vous dites pas seulement il y a de l'eau. Vous dites il y a de l'eau, je le sais parce que j'en ai une connaissance préalable. La constatation ou le témoignage direct, du ou song. Témoignage, connaissance directe. Par exemple, ko josong, il est parti. Mais quand vous dites à votre interlocuteur, parce que vous n'avez pas d'intérêt de le dire tout seul, ko josong, vous le dites parce qu'on vous demande s'il est parti ou pas.
Et si vous dites ko joson, ça veut dire que vous l'avez vu partir. Vous êtes témoin. Donc on s'en sort jamais de cet aspect aspectuel. Vous êtes toujours en train de donner ce type d'information. Vous avez le fait général, donc ye pare ou yore, parce que, voilà, parce que oui, il y a des yak au Tibet, c'est général. Et vous avez le mouvement dirigé vers le locuteur, c'est le chung. Ça, c'est très important. Il m'est arrivé quelque chose est arrivé vers moi. Par exemple, yige jorchung. Par exemple, yige jorchung, ça veut dire j'ai reçu une lettre. Parce que la lettre, elle est arrivée vers moi. C'est pas seulement, quand vous dites yige jorchung, ça veut dire c'est j'ai reçu une lettre. Ça veut pas forcément dire la lettre est arrivée. La lettre est arrivée, c'est yige lepsong. Donc vous utilisez les terminaisons verbales, encore une fois, pour indiquer quelque chose. L'inférence est le résultat, sha, oh, nge jesha, j'ai oublié. Pourquoi? Parce que, tiens, j'ai oublié. Nge jesha, on le constate, mais par l'inférence, est le résultat. L'expérience, on en a parlé. L'aspect inaccompli, yong, yong, parce que yong, c'est le verbe venir. Donc, c'est pour exprimer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et puis l'assertif, qui s'oppose notamment au constatatif song et du, c'est ça, vous affirmez quelque chose. Si vous n'êtes pas simplement dans un constat. Vous n'êtes pas éloigné. Un constat, c'est que vous êtes forcément celui ou celle qui constate quelque chose. Donc voilà, ça c'est un aperçu sur les auxiliaires en langue parlée aujourd'hui. Ok ? Alors après, c'est à mettre en rapport, bien sûr, avec les textes qu'on utilise. Et puis petit à petit, en faisant des textes comme les nôtres, les textes de pratique, Chenrezig ou autres, on ne sera pas forcément directement confronté à ce genre de choses. Mais on y sera peut-être. Et surtout, ça nous permet de comprendre la philosophie de la langue, la construction de la langue, la manière dont on pense la langue. Ça, c'est la chose la plus importante. Pour en revenir à une prière comme on l'a vu avant, ici, on met, Tokcha, Tokche, Tokpa, Mamingxing. La difficulté de compréhension pour nous, elle ne tient pas aux mots, parce que les mots, on peut comprendre. Tokpa, réalisation, Mamik, Mikpa dans le sens de conceptualisation, ok. Xing, on peut connaître la particule. Mais après, on voit bien que dans notre difficulté à nous, c'est de sentir la langue. De comprendre les mots, en général, on les comprend. Mais après, c'est de sentir la langue. Et sentir la langue, c'est important pour sentir la langue, de comprendre comment elle est pensée, la langue. C'est pour ça que je vous amène sur ce terrain des auxiliaires. Parce que le terrain des auxiliaires, il nous permet de comprendre comment ils pensent, les Tibétains. Et ils pensent d'une manière particulière. Ils ne pensent pas exactement comme nous. Alors après, oui, ils pensent les mêmes pensées. C'est du genre, c'est beau, c'est pas beau, j'aime pas, évidemment. Il y a les mêmes pensées psychologiquement. Mais on va exprimer les choses dans une langue de manière très différente. Là, on a Dorje Chang Tuma. Dorje Chang Chen Telo Naro Pa, Telo Naro Tang, Marpa Mila. Tjöje Gampo, ça c'est ce qu'on a étudié. Tjöje Gampo Pa, Tusum Cheja Kunchin Karma Pa, Cheshi Chungji Juba Zinam Tang, Drikta Tsal Sum Palden Drupa So, Sablam Chaga Chela, Nganye Pe, Nyame Drogun Taku Kajula, Solwa Depso Kajula Manam, Jupa Zino, Namtar Chinchillo. Par exemple, quand on est Jupa Zino, Namtar Chinchillo, ouais. Après, on connaît les mots, mais par exemple, Jupa Zino, l'idée c'est qu'on va lire notre prière et puis on va lire la prière en sentant ce qu'on est en train de dire, idéalement. Ça, on pourrait faire l'exercice, c'est-à-dire, mais on a commencé à le faire un petit peu, c'est-à-dire à faire que la lecture de la prière, elle nous amène à sentir ce qu'on est en train de dire, pour faire qu'on puisse vraiment dire les deux. Alors, on y arrive petit à petit. Par exemple, Shenlo Gomge Kangpa Sumpa Shin, ça c'est très intéressant, cette phrase-là. Shenlo, je peux peut-être la...
Voilà, c'est cette phrase-là. Peut-être que je peux augmenter la taille. Voilà, je vais augmenter la taille. Voilà, hop. Voilà, hop, on va augmenter encore la taille. Voilà, on a augmenté, voilà. Donc vous avez Shenlo Gonggi Kangpal Sumpashin. Ça, vous savez ce que c'est? On l'a étudié. Ça vous dit quelque chose? Ouais, je vois Isabelle qui précise. Vas-y, tu dirais quoi? Shenlo, je ne sais plus quoi, mais c'est Gonki. Kangpa sont les jambes de la méditation. Enfin, il est dit, en gros, il est dit que sont les jambes de la méditation. Oui, tout à fait. Shenlo. Shenlo, je ne sais plus. Shenlo, Shenpa, c'est l'attachement. Shenlo, c'est le détachement. Hein, le détachement. Oui. Shenlo Gomge Kangpa Sungpashin. C'est intéressant, Sungpashin. Sung. Sung. Si vous voulez juste analyser le Sung, c'est quoi Sung? Sung? Ouais. C'est la parole, donc ce qui est dit. Non, c'est pas tout à fait la parole. Le Sung. Ben, Sung, c'est le verbe parler. Mais c'est quelle forme du verbe parler? Je sais pas. Ok, alors ça a été indiqué. C'est normal de ne pas s'en souvenir comme ça. Mais c'est juste pour faire un lien par rapport à ce qu'on vient de voir. Sung, c'est la forme honorifique du verbe. Ok? Et il y a de fortes chances que si on regarde juste ce mot-là, hein, et qu'on va regarder dans le dictionnaire, eh ben, on risque fort de tomber sur... Alors, Illuminator, je peux grossir, donc je vais faire comme ça. Alors, Sung. Sung, écrit comme ça, c'est l'impératif de Sung. Vous voyez, c'est pas que l'impératif, mais c'est Kao sa shapkyu sung asa sung. Kao sa shapkyu sung a sung. Kao sa shapkyu sung a sung. Kao sa shapkyu sung asa sung. Quand vous avez 4 formes, vous êtes sûr que c'est un verbe volitif. Forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a un impératif. D'accord? Donc c'est l'honorifique de mawa. Mawa, c'est exprimer. D'accord? Dans le sens what he... est-ce que vous avez... oui, par exemple, Che Sungwa, to teach, speak of Dharma. Donc, parler du Dharma. Enseigner le Dharma. Che Sungwa. Mais là où je veux en venir, c'est que Sung, vous avez la forme. Donc, vous savez que c'est un verbe donc différenciatif. Et vous savez que c'est soit le passé, soit l'impératif. Alors, en termes de forme. Donc ici, quand vous voyez ça, évidemment, c'est pas impératif. Vous n'êtes pas en train de donner un ordre à quelqu'un. Vous êtes dans une prière, là. Vous êtes dans un souhait. Donc, Sung Pashin, ça peut être le passé. Et puis, si c'est le passé, si vous repérez que c'est le passé, c'est très différent de dire Shenlo Gongge Kangpal Sumpashin. Il est dit que le détachement sont les jambes de la méditation. C'est pas faux. Mais Sungpa, c'est ils l'ont dit. D'accord? Donc ça veut dire que si on faisait une traduction, c'est pas faux de dire que le détachement... Excusez-moi. Que le détachement sont les jambes de la méditation. Elles sont les jambes. Oui. Ou on dit que... Ouais, très bien. Mais on peut aussi comprendre que Sungpa, vu que c'est un honorifique, on s'adresse à ce qui a été dit par des êtres qui méritent l'honorifique. Ok? Donc on pourrait très bien traduire « Ils ont dit » et à qui pense-t-on en le disant? À tous les maîtres accomplis du passé, vu qu'on est en train de faire une prière à la lignée de transmission. Donc il a été dit, sous-entendu par les maîtres de cette tradition, donc du Mahamudra, il a été dit que le détachement sont les jambes de la méditation. Ou ils ont dit que... Alors là, bon, là on indique peut-être trop, mais il a été dit que. Donc voilà, il a été dit, et puis on comprend ce sens. On peut petit à petit essayer de construire sa traduction en fonction de la compréhension. Et du temps, comme il vient d'être dit dans la théorie, l'auxiliaire ou le radical verbal indique une notion de temps, et puis l'auxiliaire vient rajouter un aspect
aspectuel. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, avec un verbe comme celui-ci, on ne voit pas directement sung par shin. Shin, c'est autre chose, ça ne vient pas comme un auxiliaire. Ça ne vient pas comme une terminaison verbale. Mais ça pourrait être le cas. Quoi, voilà, pour dire que notre traduction, elle va dépendre de ça. Elle va dépendre de la compréhension fine du radical, de sa forme, mais aussi de la manière dont il est accompagné. Dans des tas de cas, ça peut se retrouver. Je regarde un peu. Oui, ben après on continue par exemple. Quand on dit Chinchillop, ça veut dire bénissez-moi, mais on peut se demander à qui demande-t-on cette bénédiction. Donc, etc. Quoi. Voilà. Dans la construction en tibétain, ces compréhensions théoriques qu'on a vues vont nous permettre d'avoir une compréhension plus précise du sens. Là, j'ai pas de bon exemple immédiat, si ce n'est ce sung ici. Bon, évidemment, à toutes les phrases, on pourrait le trouver aussi, dans le sens où dès qu'on construit quelque chose, par exemple, après, c'est norkun la chachen mais pas, bon ben voilà, c'est aussi ye pas, mais pas. En fonction de la valeur du ye, ben on comprend quelque chose aussi. C'est pas chachen yomare, par exemple, ou chachen mindu. C'est chachen mais pas. Hein? Chachen mais pas. Mais pas, il n'y a pas. Mais c'est il n'y a pas, il y a vraiment une idée de. On affirme quelque chose. Par exemple. Etc. Donc toutes ces valeurs des auxiliaires, on va les retrouver là aussi, bien sûr. Enfin, voilà, c'était juste un aperçu. Ok? Voilà. Et puis après, je pense que bon, il faudrait qu'on se remette un texte sous la dent pour qu'on puisse entraîner tout ce qu'on voit. Ça, c'est sûr. Ou alors faire un petit bout de... Ouais, je sais pas encore très bien. Parce que après, faire du tibétain... Ou alors peut-être un petit bout en prose, je sais pas, j'hésite encore. J'hésite encore entre une prière comme l'appel au lama de loin, qui serait vraiment très intéressante. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors un bout de texte en prose. Il faudrait peut-être que ce soit... Ouais. Bon, après, il faut que ce soit aussi pratique, c'est-à-dire pratique parce que ça reste l'objectif. C'est-à-dire l'objectif, c'est comprendre les textes qu'on récite. Donc voilà. Texte des préliminaires, c'est touffu, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un long texte. Peut-être que l'appel au lama de loin, ce serait pas mal. Ou alors un sutra. Mais les sutras, on les récite malheureusement pas beaucoup. Le Sharam Ningpo, oui, on l'étudie. Mais bon, à voir, quoi. Peut-être que quand même l'appel au lama de loin. J'ai un peu l'impression. Ça pourrait être un bon choix. Ou une autre prière de souhait. Mais mes prières de souhait de Samantabhadra, elle est assez complexe. Ouais, il me semble quand même l'appel au lama de loin serait un bon choix. Quoi, voilà. Essayez de macérer un peu avec ces... C'est vraiment de reprendre la lecture de tout ce que vous avez dans ces trois annexes. Ça, c'est important. De manière à vraiment... Ça serait bien que vous arriviez avec des questions aussi là-dessus. C'est-à-dire que vous ayez bossé avant. Je ne doute pas que vous l'ayez fait, mais disons de le refaire, peut-être de reprendre ces... il devrait y avoir des questions qui se posent en lisant tout ça. Moi, j'en ai, mais du coup, peut-être la prochaine fois, alors. Ah bah alors j'aurais dû commencer par les questions, Isabelle. Non, mais au contraire, c'est pas grave. Avec le troisième volet. Ok, bah très bien. Alors, La prochaine fois. ok, alors ce qu'on fait, c'est que la prochaine fois, on commence par les questions et vous me le rappelez, pas que j'oublie, d'accord? Et comme ça, on essaye de... On pourrait dire de non pas conclure, parce qu'il n'y a pas de conclusion réellement, mais disons, voilà, de se dire, bon, ok, d'accord, voilà les questions qui se posent sur les verbes, puis après, ça va nous lancer sur l'étude du nouveau texte. Ok? D'accord. Et je pense qu'on sera raccord avec le deuxième groupe,
qui étudie le sutra, parce qu'on arrive à la fin du sutra, ce qui fait qu'ensuite, toutes les personnes qui voudront, on repart dans l'étude d'un nouveau texte, et là les niveaux ils se sont équilibrés, il n'y a pas de problème, et puis ensuite peut-être un nouveau groupe, pour alors de nouveau les tout débutants, on repart dans l'aventure avec l'alphabet, à voir. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Je termine par une dédicace, puis ensuite, j'appuierai sur le bouton pour la fin de l'enregistrement. Sonam diye tamche zingpane tomne nyepe tanam pamjen kegana jembalab trupa yesipe tsole doa wala isho. Voilà, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement là. Je vais appuyer sur le bouton fin.